chers amis papoteuses et papoteurs, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes prêts pour un format un peu différent aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc en studio avec ma papoteuse préférée, Adjaratou, qui est à côté de moi cette fois. Adjaratou. Coucou Muriel, comment tu vas? Très heureuse de nous retrouver en votre compagnie, comme d'habitude, un dimanche à 17h pour un nouvel épisode de Elle Papote sans filtre. Cependant, aujourd'hui, pour cet épisode, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons une invitée spéciale. Une invitée spéciale parce qu'on a un sujet spécial. Donc, format spécial et sujet spécial avec notre amie experte et conseillère en finance personnelle. Monica. Yes. Donc, on a le plaisir de vous présenter et d'accueillir dans ce plateau Nina Baka, la très célèbre. Et la très célèbre. L'amie de nos porte-monnaies. Bien L'amie sûr. de notre porte-monnaie. Nina, comment tu vas? J'avoue, je suis bien l'amie de vos porte-monnaies. Ah bah c'est ça, voilà. Donc, merci Adjaratou, merci Muriel de me recevoir. Je avec suis ravie plaisir. d'avoir cet échange avec vous et de papoter justement. Voilà, oui, voilà. alors pour les papoteurs et papoteuses qui ne te connaissent pas, alors je vous rappelle qu'il y a quelques mois, on avait fait une séance spéciale en groupe et Nina était déjà là. Absolument. Et on avait déjà discuté en live de vraiment cette idée de l'inviter pour un live vraiment confidentiel avec elle. Donc si vous ne vous rappelez pas ce qu'elle fait et qui elle est, on la laisse se présenter quand même pendant 60 secondes. Beaucoup de choses à dire. Quelle générosité. Merci Adjaratou. Ouais. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nina Baka, je suis consultante en gestion de finances personnelles et j'accompagne à la fois les femmes et les hommes pour mieux gérer leur argent, épargner et investir. Voilà. C'est ça, c'est l'ami de notre portefeuille, l'ami de notre patrimoine, l'ami de notre richesse en fait. Absolument. Et on en a besoin, surtout quand on est entrepreneur, parce qu'aujourd'hui on va aborder ce sujet-là. Tout à fait. Voilà, du portefeuille, des finances de l'entrepreneur. Les Parce finances que de l'entrepreneur, voilà, on oui. discutait un petit peu de ce pot pourri que ça peut être quand on est entrepreneur. Ouais. Et donc, ça devient un combo de quelque chose. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que tu puisses nous donner de bons conseils, aussi bien quand on démarre que par la suite, pour pouvoir mieux gérer et effectivement optimiser nos finances en tant que telles. Est-ce que c'est des thématiques que tu abordes d'habitude ou, Oui, tout à fait, parce que dans les personnes que j'accompagne, il y a à la fois des particuliers et puis des entrepreneurs aussi qui ont leur propre entreprise, que ce soit des gens qui ont un statut juridique ou alors des micro-entreprises. Oui, tout à fait, c'est des sujets que j'aborde. Mais c'est intéressant pour les micro-entreprises, en tout cas en France, parce que le statut de micro-entreprise n'impose pas au démarrage d'avoir un compte bancaire. Et donc, du coup, je parle un petit peu de ce que moi j'ai quand même vécu, c'est que souvent, on démarre et on n'a pas de dissociation et le compte personnel et aussi le compte de l'entreprise. Mais du coup, justement, le petit souci avec ce régime un peu light, c'est que, comme je disais, c'est un petit peu commun où les entrées et les sorties sont confondues, ce qui relève de l'entreprise, de ce qui relève de la vie du quotidien est confondu. Et finalement, au bout d'un moment, à moins de suivre énormément au centime près en matière de trésorerie, en matière de comptabilité, on peut se retrouver à un petit peu confondre les choses. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu peux donner des conseils? Oui, alors c'est vrai que pour les entrepreneurs, le fait de ne pas avoir une obligation d'avoir des comptes qui sont séparés, on a tendance à mélanger un petit peu ses finances, on va dire personnelles, de gérer le quotidien et les activités de l'entreprise. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir des comptes qui sont vraiment un compte, enfin pas des comptes, mais un compte qui va être dédié à la gestion en fait de l'entreprise en fait. Comme ça, on a toute la traçabilité de ce qui se passe. On peut suivre en fait les entrées et les sorties et pouvoir en fait justifier en fait chaque dépense. Parce que la difficulté des fois, c'est de voir passer une dépense et de ne pas savoir en fait à quoi elle correspondait en fait. Et parfois, on peut avoir besoin de faire une recherche en fait antérieure et ne plus se rappeler mais cette facture là à quoi elle correspondait ou enfin telle dépense plutôt à quoi elle correspondait. Donc oui, ce que moi je recommande, c'est vraiment avoir en fait des comptes qui vont être dédiés pour l'activité et ne surtout pas en fait le mélanger en fait avec des comptes personnels.
Et pour ceux qui sont en France, notamment, on a la chance de pouvoir ouvrir des comptes en ligne sans avoir de coûts supplémentaires, justement. Donc, ça peut être à n'importe quelle banque, hein, mais au moins, en fait, l'ouvrir, que ce soit en ligne, et d'avoir, en fait, une traçabilité de toutes les dépenses et ne surtout pas les mélanger avec les dépenses personnelles où on va avoir, je sais pas moi, les couches du bébé. Absolument. Le dîner avec les potes le week-end ou autre. Donc, voilà. Peut-être que le dîner avec les potes, il rentre dans le cadre de l'entreprise. Peut-être que les potes en question étaient les premiers soutiens au lancement de l'entreprise, ont été force de conseil et de consultance, et que c'est pour les remercier. Est-ce qu'à ce moment-là, ça rentre justement dans les comptes de l'entreprise? C'est intéressant. Alors, si on estime en fait que la dépense est liée en fait à la société et qu'on préfère en fait que ça passe, on va dire, dans les charges de l'entreprise, oui, effectivement. Après, la seule particularité quand on est en auto-entreprise, en tout cas pour les personnes qui sont en France, c'est qu'on ne peut pas déclarer ses charges en fait. Et que toutes les charges en fait, qu'elles soient... c'est confondu. Voilà, tout est confondu et c'est notamment en fait ce qui est intéressant en fait quand on commence à avoir beaucoup de charges aussi, de pouvoir passer en société et choisir en fait le statut qui correspond le mieux, tu vois. Donc de toute façon en fait si on est sous le statut d'auto-entreprise et que la dépense concerne je sais pas des potes avec qui on a été dîner d'entreprise, voilà, là à ce moment-là oui on le fait passer sur le compte en fait de la société, on ne paye pas du coup avec sa carte personnelle. Du coup c'est intéressant, j'ai une petite question par rapport à ta remarque. C'est intéressant que tu le dises bien, parce que même si effectivement au niveau du statut juridique il n'y a pas d'obligation de déclarer les charges, je pense que c'est très important, et tu vas certainement le souligner, de dissocier, parce que ça permet au moins de savoir si son activité est viable. Parce qu'en vérité, si tout est mélangé, en fin de mois je peux avoir un résultat positif, mais peut-être parce que j'ai eu d'autres entrées qui n'ont rien à voir avec mon activité d'entrepreneur, et j'ai l'impression que tout va bien, mais en vérité non, mon business peut-être pas. Donc le fait de dissocier permet effectivement d'avoir une meilleure traçabilité pour faire ses recherches, pour faire ses déclarations, mais surtout pour pouvoir, moi je suis hyper sur la rentabilité, sur notre front, il faut que ça serve pour quelque chose. Et donc du coup, pour savoir si c'est rentable, à quel moment c'est rentable, et vraiment suivre ces indicateurs. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et la question que je voulais poser, parce que j'ai aimé ta remarque, Adjaratou, qui parle du fait de vouloir inviter des personnes qui nous ont soutenus au début. Moi, ma question, parce que moi je suis une Antillaise, et nous les Antillais on aime bien inviter, faire des trucs et tout. Ma question c'est, à partir de quand un entrepreneur va s'amuser à inviter et à payer? Pardon. Parce qu'on confond souvent bénéfices et chiffre d'affaires, et on se dit ouais c'est chouette, j'ai fait un bon mois parce que j'ai eu beaucoup d'entrées, et donc je vais inviter les personnes qui m'ont soutenu et je me retrouve avec des frais. Et donc voilà la question quand même, parce que là c'est quand même les finances de l'entrepreneur, on peut peut-être aussi mettre en garde, et puis ça c'est la patate chaude là. À quel moment dans notre vie d'entrepreneur on peut se dire qu'on a vraiment une marge pour commencer à dépenser l'argent de l'entreprise entre guillemets. Je pense que la meilleure réponse est dans les chiffres en fait. C'est dans les chiffres. Tout simplement. Voilà. si on les a suivis. En fait, oui, justement. Donc, d'où l'importance, en fait. Parce que quand on est en auto-entreprise, on n'a pas l'obligation d'avoir un comptable. Mais c'est aussi ça peut être intéressant, en fait, suivant l'activité, d'avoir un comptable, en fait, justement. Et si on ne délègue pas, en fait, cette partie au comptable, il faut quand même suivre, en fait, les données et savoir, en fait, au fur et à mesure... Voilà, un journal en fait, à la fois des achats et des ventes. Donc oui, les entrées et les sorties en fait. Et là en fait, on peut clairement savoir, ok, j'ai ça comme chiffre d'affaires, mais à côté en fait, quelles ont été mes dépenses? Et parfois même en fait, on peut étaler des dépenses en fait sur plusieurs années. Par exemple, quand on prend des abonnements... on parle de LinkedIn souvent, on peut prendre un abonnement sur une année par exemple. Mais du coup, il faut savoir... quelle est la partie en fait qui est dédiée à l'année en cours, quelle est la partie qui va être dédiée à l'année en fait suivante, et savoir que mais en fait mon abonnement s'étale sur 2 ans, ou enfin sur 2 exercices en fait, et savoir en fait que mais en fait ce que je suis en train d'anticiper pour après, je vais commencer l'année d'après mais en ayant en fait déjà fait des dépenses en fait. Donc je pense que
il faut pas se précipiter pour dire on veut faire plaisir en fait. Quand on veut faire plaisir, on peut très bien utiliser sa carte personnelle. Mais l'argent de l'entreprise, moi je dis souvent, l'argent de l'entreprise appartient à l'entreprise. C'est ça. Et après, en tant que dirigeant, bah, on est en fait au service de l'entreprise. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent de l'entreprise en fait. C'est ça. Pour savoir concrètement bah, à quel moment en fait je vais pouvoir... à quel moment je fais suffisamment de bénéfices en fait pour pouvoir bah, faire plaisir aux autres autour de moi, etc. C'est bah, dans les chiffres, savoir qu'est-ce que j'ai fait comme vente, qu'est-ce que j'ai fait en fait comme achat et quel est mon bénéfice à la fin. Et après, encore une fois, si on est en fait dans le statut de société, bah, cette dépense-là peut être considérée comme charge aussi. Mais il faut trouver le bon équilibre pour ne pas faire porter trop de charges justement à son entreprise et être dans une optique de j'investis en fait pour mon entreprise plutôt que bah oui c'est bien de se faire plaisir mais en fait bah, inviter 10 personnes c'est pas non plus c'est pas toujours c'est ouais voilà enfin il faut trouver le juste milieu en fait et le juste milieu en fait, c'est vraiment voilà, ça. aller lire les chiffres justement et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont horreur des chiffres n'est-ce pas? Ah ça c'est la partie qu'on aime le moins parce que je me sens concernée. mais pourtant les chiffres c'est important puisque justement les chiffres ça concerne ce que tu vas pouvoir générer comme chiffre d'affaires et tout ce qu'il y aura comme impact derrière, tout ce qui va être affecté, que ce soit en termes de charges de fonctionnement, que ce soit en termes de charges fiscales, mais ça permet vraiment... c'est ce que je trouve un peu surprenant de dire que tu es entrepreneur, tu travailles dur, mais c'est important de suivre tes chiffres parce que c'est le respect de ton travail, le respect de la sueur de ton front pour savoir là où tu es dans un Titanic parce qu'il y a des fuites, où est-ce que tu dois colmater, où tu dois ajuster parce que l'objectif quand même c'est une certaine liberté financière, un certain enrichissement et cet enrichissement c'est quelque chose qu'on doit... Enrichissement, c'est le mot clé que j'attendais pour vous, chers papoteurs et papoteuses, parce que vous savez, on a invité Nina, c'est une sommité, hein. Attendez, elle est apparue dans Elle, n'est-ce pas, magazine. Ah, mais oui, non, vraiment pas de fausse modestie. C'est une experte, on doit vraiment profiter de ses conseils et lui poser les bonnes questions pour vous. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, en réalité, quand moi j'observe le travail de Nina depuis qu'elle a commencé, on était beaucoup dans comment vous apprendre à gagner plus en tant qu'entrepreneur. D'accord? Comment gérer votre temps, vos compétences, comment apprendre à déléguer, parce que quand vous vous occupez finalement de vos clients, vous faites plus d'argent. Et si votre taux horaire est plus important que déléguer cette tâche-là à quelqu'un qui va gagner moins, vous voyez que ça fait rentrer un peu plus de sous. Mais l'enrichissement, ça va beaucoup plus loin. Et j'adore cette expression que Nina utilise beaucoup, c'est comment tu appelles ça, le patrimoine intergénérationnel, n'est-ce pas? Elle dit vraiment de constituer une richesse intergénérationnelle. Donc, l'enrichissement, c'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour vos descendants et le reste. Sur cette génération, comme on dit dans la Bible. Maintenant, les axes de ton travail, Nina, c'est gagner plus, épargner et investir. Maintenant, nos amis entrepreneurs ou bien même salariés, papoteurs et papoteuses nous écoutent. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément aujourd'hui que tu n'as encore donné nulle part? Premièrement, comment est-ce qu'on gagne plus? Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas évident tous les jours. Vous savez, l'atmosphère économique aujourd'hui, là, on perd beaucoup d'argent. L'argent doit à la banque, ça se perd. Comment on épargne et comment est-ce qu'on investit? Muriel, est-ce que voilà, la question. Non, mais ça, c'est voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on on a choisi un sentier un peu plus compliqué. Pour savoir cette liberté financière, l'enrichissement intergénérationnel que tu vas peut-être aussi expliquer en fait pour les personnes qui ne te suivent pas. Oui, alors donc pour revenir un peu plus sur la notion de richesse générationnelle, c'est exactement comme tu l'as expliqué Adjara tout à l'heure. C'est vraiment créer des richesses pour nous aujourd'hui et que ces richesses-là soient disponibles en fait pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants justement. Et donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment gagner plus.
Je pense que ce qu'on rencontre beaucoup en tant qu'entrepreneur, et quand on commence, je pense que peut-être que vous êtes passé par là, et puis moi-même d'ailleurs, c'est qu'on a beaucoup de difficultés en fait à définir le juste prix pour nous en fait. Quand on démarre, on a la crainte de je veux absolument avoir mes premiers clients. Et le fait en fait d'être dans cette crainte-là justement, ça peut nous bloquer parfois pour dire je mets le juste prix en fait. Mais pour savoir c'est quoi mon juste prix, il faut que je sache aussi justement quelles sont mes charges, qu'est-ce que ça me coûte, parce que parfois on définit, on revient dans les chiffres. Oui. Parce que en fait, on définit parfois les prix au hasard et justement, pour repartir sur ce que tu disais tout à l'heure, pour les personnes en fait qui vont être en auto-entreprise, ben c'est bien, on définit ses prix quand on est en auto-entreprise. Mais après, en auto-entreprise, on va payer l'URSSAF pour les personnes qui sont en France notamment. En tout cas, ça représente une partie de la charge en fonction de ce qu'on a, qu'on vende des produits ou qu'on soit en prestation de service. Par contre, quand on passe en fait ensuite en société, là on se réveille d'un coup en disant mais mince, comment je fais maintenant? Est-ce que j'annonce à mes clients que j'applique en fait la TVA à 20%? Exactement. Est-ce que du coup c'est moi qui le déduis en fait? Et ces questions-là, c'est des réalités en fait que beaucoup d'entrepreneurs voient en fait au quotidien. Et c'est super important en fait d'être OK sur la définition des prix. Et du coup, ça demande aussi de travailler sur sa relation à l'argent, de ne pas en fait avoir cette crainte-là tout le temps de se dire, en fait, si je mets ce prix, personne ne viendra en fait. Et on le vit, moi-même parfois, je le vis encore en fait, de se dire, je veux qu'il y ait des clients en fait qui achètent mes produits, mais je veux mettre en fait des prix bas. Mais on se retrouve en fait avec toute une gamme en fait de personnes qui mettent des prix bas. Et quand en fait à côté de ça, d'autres entrepreneurs qui font d'excellent travail mettent le juste prix, c'est que le client a été tellement habitué en fait à avoir soit du gratuit, mais le gratuit a ses limites, ou alors à avoir des prix qui sont faibles, mais qui ne sont pas en fait au service de l'entrepreneur en fait. Donc il y a vraiment ce travail qui est super important à faire pour se dire, je définis le juste prix pour mon business en fait. Et je dis, pour faire une analogie, je dis souvent que le business, en fait, c'est comme un enfant. Donc, si, en fait, on n'a pas suffisamment pour acheter du lait, en fait, pour son enfant et qu'on ne peut pas le nourrir, en fait, soi-même, parce qu'on va pas, on va pas mettre du cash tout le temps dans le business et il faut justement, en fait, avoir cet argent-là pour nourrir l'enfant, en fait, et cet enfant-là, c'est le business, en fait. Et si je ne suis pas généreuse avec mon propre enfant, qui sera généreux envers... Et être généreux avec son propre enfant, en parenthèse d'entreprise, c'est mettre des prix justes. C'est mettre des prix justes. Donc ça, c'est le premier point. Pour gagner plus, il faut mettre des prix justes. Des prix justes, oui. Et j'aime beaucoup cette notion de générosité, de bienveillance avec son propre enfant. Et c'est important parce que justement, je pense que le statut de micro-entreprise peut des fois porter à confusion. Et c'est vraiment lorsqu'on change de statut, ou en tout cas quand on a une autre définition des choses, que... non seulement on se dit ok, ça c'est mon entité, c'est mon bébé, je veux le faire grandir, et c'est là aussi qu'on revient sur ce que tu disais au début, on n'utilise pas n'importe comment le levier des charges, on se dit ok, mais parce que c'est un levier qui peut être intéressant parce qu'effectivement ça permet de savoir si l'entreprise elle est viable, ça permet dans le cas de société d'avoir des déductions, mais si on utilise à tort et à travers, finalement on est en train de se tirer une balle dans le pied. Donc ça c'est important. Mais la chose aussi en matière de générosité, la question que je vais te poser, parce qu'en France, il paraît que quand tu crées une entreprise, les 3 premières années, tu ne dois pas te rémunérer. On parle aussi dans le sujet. Donc, est-ce que, généreux envers l'entreprise, mais et moi en tant qu'entrepreneur, c'est comment est-ce que je me positionne? En fait, la rémunération... Alors, qu'on ne doit pas... C'est pas... qu'on ne doit pas se rémunérer la première année. Les 3 premières années, chambre de commerce, il te dit les 3 premières années, ne comptez pas sur une rémunération. Oui, mais c'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre. Pas du tout. Voilà. Mais en fait, c'est quand même c'est une recommandation qui circule, comme quoi, effectivement, pour que le bébé grandisse bien, il faut commencer par ne pas se rémunérer, et puis quand ça commence à un petit peu mieux se porter, on va... Ici on parle d'expérience. Toi, ça fait combien d'années que tu t'es lancée? Ça fait 3 ans là. Tu t'es jamais rémunérée? À
Alors oui, effectivement, je ne suis pas... Non, En fait, quand j'étais en auto-entreprise, je ne me rémunérais pas. Parce que ma stratégie, c'est... je réinvestis en fait au maximum dans l'entreprise. Ok. Après, en fait, après, quand on est en... Il y a plusieurs étapes, en fait. Il y a la possibilité de, quand je commence à créer ma société, quelle est... est-ce que en fait je suis au chômage ou pas? Si je suis par exemple au chômage, c'est une on va dire, c'est un avantage en fait d'avoir le chômage parce que on a pendant un délai, l'État en fait qui nous aide, c'est-à-dire on a cotisé pour ça d'ailleurs. Donc c'est une ressource qui tombe à pic en fait pour passer la période de lancement. Exactement. Mais après c'est super important de se rémunérer parce que après ça va être suivant le statut. Si je suis en SASU, par exemple, c'est important quand même d'avoir des fiches de paye, de se rémunérer au minimum, parce qu'on cotise aussi pour la retraite, en fait, après. Même si on va avoir différentes stratégies, en fait, pour construire sa retraite après. Mais je suis pour, en fait, se rémunérer un minimum, quand même. Et en fait, que tout ça rentre, en fait, dans une stratégie global en fait. Absolument. On ne peut pas en fait faire du... là en fait on n'a pas des cas particuliers pour faire en fait du cas par cas. Mais en fait qu'on se dise dans le cas général il ne faut pas se rémunérer les 3 premières années, en fait il y a des personnes qui n'ont pas de ressources en fait, d'autres ressources. Et d'où l'idée aussi de se dire, il faut que je gagne suffisamment à travers mon entreprise pour pouvoir me rémunérer, en fait, justement. Donc, c'est pas, il n'y a pas, je pense que c'est pas tout blanc ou tout noir, en fait. Absolument. Mais de dire il faut trouver le juste milieu et trouver l'équilibre. Merci beaucoup pour l'éclairage, parce que c'est le truc... Vraiment, c'est dans l'inconscient de beaucoup de personnes, mais quand tu démarres, et puis même, tu te dis, de toute façon, au début, tu ne vas jamais gagner d'argent, c'est normal au début, et en vérité, voilà, c'est bien d'amener cette nuance-là. Oui, en fait, il faut avoir cette nuance-là, parce qu'il y a des personnes qui vont se lancer et qui vont avoir suffisamment, en fait, de bénéfices tout de suite. Il y a des personnes qui vont avoir un peu plus de mal. Par contre, moi, ce que je recommande, c'est que quand on se lance, c'est super important d'avoir quand même de l'épargne de côté. Parce que si je me retrouve dans la situation où je ne suis pas dans un cas où je vais bénéficier des indemnités du chômage, je ne peux pas me rémunérer via mon activité. Donc, il y a le concret en fait, mais du coup, comment je fais pour vivre? Comment je fais pour couvrir mes besoins? Moi, j'aimerais à ce niveau-là, Nina et Muriel, faire un partage d'expérience parce que justement, moi, j'ai lancé mon entreprise, on va dire, en micro-entreprise au Bénin. Et le Bénin, comme la majeure partie des pays d'Afrique, en tout cas Afrique francophone que je connais bien, on n'a pas vraiment d'organisme ou bien d'organisation derrière pour soutenir. Même si j'avais pas travaillé au Bénin. Et même quand tu travailles au Bénin, tu n'as pas le système de, comment on appelle ça là, d'indemnité de chômage, on l'a pas. Donc, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat en Afrique, c'est pour ça que c'est beaucoup plus challengeant pour nous. Et c'est à ce moment-là, justement, moi, je me suis lancée, j'avais un peu d'épargne à côté pour mener la vie quotidienne, payer des petites factures, etc., etc. Sauf que dans la phase de lancement de mon entreprise, pendant au moins 1 an et demi, je ne peux pas dire que je gagnais assez pour me payer quelque chose, n'est-ce pas? Et toute mon épargne, elle s'est envolée en fumée. Hein? Donc, 1 an et demi après, tu n'as pas de soutien, tu n'as rien du tout. Est en train de prendre petit à petit ton épargne. Et 1 an et demi après, où tu as vraiment un peu plus d'entrée qui commence à arriver, eh bien, je peux vous assurer que tu es vraiment très content. Tu as envie de tes copains. Tu as envie de te dire, attends là, je fais une méga fiesta là, parce que là, attends, l'argent rentre. Jean, t'avais même pas... En fait, on a trouvé le... Oui, t'avais même pas... D'où? Bah oui, on a tous notre histoire. Tu te dis, avant, tu pouvais même pas t'offrir une pizza par mois parce que tu n'avais pas assez. Tu étais en train d'être dans tes économies et là maintenant tu vois que chaque mois il y a du chiffre qui rentre. Tout de suite tu te dis mais je suis milliardaire alors qu'en fait tu n'es pas milliardaire. Tu vois, donc
là, ce que je voulais partager avec l'expérience, c'est que effectivement, l'épargne, elle sauve. Il faut beaucoup épargner. Et même quand vous commencez à avoir des entrées dans votre entreprise, ne pensez pas que vous pouvez déjà aller en croisière ou vous offrir un voyage aux îles Hawaï ou, je sais pas moi, ou dans les... Ça dépend. Hein, au Bahamas. Si tu fais la million tout de suite, tu vois, c'est oui, ça, mais comme on dit... voilà, c'est ça. Il faut avoir une stratégie. Voilà, il y a des hauts et des bas. Et moi, je me rappelle un entrepreneur très connu de la sous-région qui a dit, lui, quelle que soit la période dans laquelle il gagne beaucoup d'argent, mais il épargne toujours 50% de ce qui rentre. Toujours, toujours, toujours. Avoir une forte capacité d'épargne, ça sauve pour les entrepreneurs parce que surtout dans nos pays, où on n'a pas d'aide comme en France. En France, j'ai envie de dire, c'est l'Eldorado, hein. Il y a beaucoup de soutien. Bon, j'ai envie de dire, je sais que faut pas dire. Je sais que c'est pas toujours rose nulle part, mais c'est une situation plus appréciable que chez nous où tu es souvent laissé avec tes propres forces. C'est vrai que maintenant ça commence à changer. Ils commencent à penser à de petites choses. Moi je suis du Bénin. Au Bénin ils commencent la NPE, tout ça, à penser à de petites choses. Même le gouvernement avec tout ce qui concerne le ministère des entreprises, de l'emploi, ils essaient de penser à des mécanismes. Mais vous savez quoi? Pour aider les entrepreneurs, il faut déjà que tous les professionnels dans la sphère économique cotisent. Et quand on parle de cotisation, il faut qu'ils payent les impôts. Alors que dans nos pays africains, la majeure partie des opérateurs économiques ne paient pas d'impôts. Et donc, nous, aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai déclaré mon entreprise en 2020, après avoir fait, 2 ans, 1 an et demi, où c'était les montagnes russes. J'étais même pas sûre que l'activité allait survivre. Et donc, en 2020, quand j'ai formalisé, ben, tu payes. Pour te formaliser, tu payes un petit quelque chose et après tu dois payer des impôts. Tu vois, donc ça c'est une sensibilisation aussi. Quand vous payez les impôts, ça permet à l'État derrière de pouvoir vous verser de l'aide. Et ça souvent on ne le comprend pas. Tu vois, donc voilà. Non, en fait c'est super important cette notion d'épargne et ne serait-ce que au début en fait pour se lancer beaucoup vont dire on peut se lancer avec 0 €. Moi je ne suis pas je ne partage pas en fait tout à fait ce point de vue. On peut se lancer au début avec très peu, mais de dire qu'on peut se lancer avec 0 €, c'est pas tout à fait vrai. Parce que quand on a de l'épargne en fait de côté, on peut faire des choses que la personne qui se lance à 0 € ne peut pas faire en fait. Et aussi d'avoir en fait de l'épargne. Moi par exemple, quand je me suis lancée, je me suis assurée en fait d'avoir 2 ans de charge de côté. Donc 2 ans de départ, c'est-à-dire que même si l'argent ne rentrait pas, quoi qu'il arrive, que je n'ai pas en fait le chômage, peu importe, pendant 2 ans mon activité peut suivre le temps que en fait je me rémunère. Et ça en fait ça apporte quand même une certaine sérénité et ça permet aussi que quand on discute avec des clients, on n'est pas en fait dans un stress de je dois vendre à tout prix et on n'est pas dans une pression de je baisse mes prix pour pouvoir vendre en fait parce qu'on a une sécurité à côté. Et c'est ça que permet l'épargne justement, enfin plein d'autres choses, mais ça notamment en fait pour les entrepreneurs c'est pour moi c'est super important. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça c'est vraiment un élément de closing en fait, ne pas être dans la pression de sa réalité. Et je vais partager tu vois ma propre expérience qui a l'antipode parce que je me suis lancée quand j'étais pas prête. Je me suis lancée quand j'avais rien, je me suis lancée parce que je me suis dit si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas. Et donc je me suis lancée au pire moment. Je ne recommande à personne de le faire. Ok, c'est pas parce que je l'ai fait, mais je savais pourquoi en fait. Je savais pourquoi. Et à la limite le lendemain, je devais rentrer dans une entreprise en tant que salarié et j'ai réfléchi jusqu'au dernier moment. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'était pour moi la sécurité de l'emploi? C'était pour moi plein de choses, mais je me rendais compte que c'était pas moi. Et donc du jour au lendemain, c'est comme quand on arrache un sparadrap. Moi je fonctionne comme ça. J'ai dit stop. Maintenant, effectivement, je peux vous assurer que c'est pas simple. Que ce n'est pas simple parce que justement, quand on n'a pas anticipé, organisé et préparé, à ce moment-là, on est en réaction. On est en réaction et c'est jamais agréable. En tout cas, moi qui aime bien avoir le contrôle et qui aime bien... voilà. Et donc ça, effectivement, je te rejoins. Mais par contre, ce que j'avais fait, qui peut sembler paradoxal, j'avais tout de suite préparé la ligne rémunération de l'entrepreneur. Parce que
je me suis dit, c'est un mauvais signal, parce que je crois à la dimension universelle, spirituelle et tout. Pour moi, c'est un très mauvais signal de me dire que je travaille et que je me rémunère pas. Alors, ça ne voulait pas dire qu'au début, parce que je vous dis, de 2016 à 2020, c'était les montagnes russes aussi pour moi, mais du coup, j'avais un minimum syndical, et donc ça pouvait être 50 €. Le mois où je ne pouvais pas me rémunérer, eh ben, je faisais la démarche par rapport à l'employé que j'étais, en fait. Parce que j'ai toujours voulu être employeur et employé. Donc, pour moi, ce n'était pas confus, en fait. Et donc, je rendais des comptes à l'employé pour lui dire, ce mois-ci, ben, j'ai pas bossé, je peux pas te payer, en fait. C'était moi qui me parlais, j'avais des réunions dans ma tête. Mais j'avais ma ligne, en fait, de trésorerie, rémunération de l'entrepreneur. Et même lorsque j'avais des bons mois, mais que je savais que je ne pouvais pas me rémunérer, je me rémunérais quand même. Et ensuite, je reversais à l'entreprise. C'est intéressant. Donc, je faisais ça tous les mois. Il y a des mois où il n'y avait rien. Donc, il y avait des mois où j'étais en réunion d'urgence avec moi. Je vous assure. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Comment? Mais non seulement tu ne seras pas payé, mais tu n'auras pas de prime, tu auras... Parce que et donc, je rebondissais. Des mois où je n'avais pas beaucoup, donc j'avais un minimum syndical de 50 €, donc c'était les 50 €. Je vous dis, c'était des petits mouvements sur le compte bancaire, hein, mais pour moi, c'était important parce que, et c'est ce que je conseille en tout cas à mes coachés, parce que se dire tout de suite que ton entreprise... Enfin, moi j'avais été choquée. Moi, à la chambre de commerce, ils me l'avaient dit, les 3 premières années. Vous touchez rien. Je dis, mais comment tu es salarié, tu ne peux pas imaginer être employé sans être payé. Quelque part. Et puis, tu es entrepreneur, tu travailles 2 fois plus pour mettre les choses en place. Et c'est pour ça que moi, justement, j'ai voulu poser la question, parce que ça m'avait choquée. Je me suis dit, écoute, on va trouver un système, même s'il n'y a pas forcément les entrées qu'on veut, pour que je considère ce poste-là, que je considère cela, parce que je ne veux pas mépriser le travail de mes mains et donner un message. Pour moi, ça fait un appauvrissement, en fait. De me dire, je ne peux pas me payer. Oui, je peux me payer. Et je vais travailler pour me payer encore mieux. Et ça, je pense aussi, pour moi, c'est un mindset aussi d'enrichissement, en fait. Et ça permet de se challenger aussi, parce qu'en fait, on ne peut pas se mettre devant son employé et lui dire, écoute, tu as travaillé pendant un mois, mais je ne te paye pas, en fait. En fait, l'employé ne revient pas le mois d'après. Absolument. Ça permet de prendre conscience. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidée. Et je pense que, parce que je n'étais pas accompagnée au niveau famille, je n'avais pas de soutien, mais je pense que le fait d'avoir ce regard sur moi, d'avoir ces deux, j'avais la pleine conscience que je suis commerciale, comptable, tout et tout, mais que je suis aussi l'homme à tout faire et qu'il fallait me rémunérer, et ben ça m'a challengée pour me dire non, il faut que j'y arrive, et je suis persuadée que le switch que j'ai fait en 2020, c'est parce que, je dis tout le temps, j'étais prête en fait. J'étais déjà dans quelque chose où, ok, c'était pas toujours rose, mais il n'était pas question que j'ai des réunions tous les mois avec moi-même pour m'excuser. Non, mais je pense que c'est super intéressant, parce que ça permet vraiment de prendre conscience. Parce que si pendant 3 mois, en fait, on se dit mais je ne peux pas te rémunérer, donc ça veut dire que tu enregistres la ligne, elle existe en fait, cette ligne en fait. Moi j'ai tous mes documents, c'est enregistré, tu regardes ça et tu te dis waouh, tu regardes 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu te dis le mois prochain c'est pas possible. Et en même temps, tu vois, ce que tu dis important, c'est que tu dois pas avoir la pression pour être en pression dans tes rendez-vous de closing. Tu vois, en même temps, il faut trouver ce papier et tout. Donc, donc vraiment, c'est ça. Mais pour moi, c'est aussi une clé d'enrichissement. Mais du coup, on a parlé d'épargne, mais on n'a pas encore parlé d'investissement. Non, on n'a pas encore parlé d'investissement. Donc, on a parlé de comment il faut faire pour gagner plus, le juste prix, il faut fixer le juste prix. Quand vous atteignez le niveau où c'est le juste prix, maintenant, il faut épargner. Épargner, on ne sait jamais ce que demain vous réserve. N'invitez pas la cargaison d'amis là, hein, pour, je ne sais pas, vous pouvez les inviter, prendre un plateau de fruits de mer ou bien un buffet open bar avec du champagne. Non, mais au-delà, tu peux te faire inviter, mais une chose aussi qui est importante, c'est, en tout cas, moi, je suis pour le truc de se congratuler par un petit quelque chose. Peu importe, les potes vont attendre. Mais c'est vrai que même les mois où j'avais rien du tout, et des fois c'était juste un truc symbolique, mais je me disais, bon, allez, vas-y, quand même. Bon, Muriel a dit, vous célébrez symboliquement. C'est différent que de faire bonbons. C'est ça. Maintenant, vous avez fait le juste prix déjà, fixé le juste prix, vous savez épargner. Notre spécialiste ici, moi je l'écoute très souvent, je lis souvent ses écrits plusieurs fois dans le mois.
Et il est dit qu'il ne faut pas laisser dormir son épargne. L'argent là, money, cash, dans le compte là, ça perd de sa valeur. Donc, quand on arrive à un niveau d'épargne qui est assez conséquent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme Picsou là, devant son gros compte là? Touchez pas mes bébés! Touchez pas mes bébés! On plonge dans la baignoire. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Voilà, notre experte en finances personnelles est là. Qu'est-ce qu'on fait quand on a assez d'épargne? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a assez d'épargne? Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que on va avoir en fait les différents statuts où en fonction du statut qu'on a assez, comment je sors l'argent de la société, est-ce que je le fais à travers, est-ce que je me verse un salaire? Pourquoi tu veux pas en parler? Vas-y, on a du temps! Alors, est-ce que je me verse un salaire? Est-ce que ce sont les dividendes, par les dividendes? Et si je suis en auto-entreprise, c'est encore différent. C'est juste que c'est un salaire, en fait, que je me verse, en fait. OK. Alors, il faut trouver, en fait, l'équilibre entre je dispose d'une trésorerie sur mon compte. OK, on a épargné. Mais il faut aussi penser, en fait, de façon globale pour dire... J'ai épargné, certes. Quels sont mes projets, en fait, en tant que... Parce qu'on ne va pas réfléchir de la même façon... quand on est en fait entrepreneur que quand on est particulier en fait. Quand je suis entrepreneur, je dois prendre en compte en fait la vision de mon entreprise et les investissements que je veux faire dans mon entreprise. Pas les investissements financiers. Où est-ce que je veux emmener mon entreprise, etc. Et là en fait ça va déterminer concrètement quelle est la part en fait que je me verse aussi comme rémunération et du coup dans ces rémunérations là j'épargne une partie et puis l'autre en fait je vais l'investir. Il y a plusieurs façons en fait de faire travailler son argent. Je dis souvent que l'épargne en fait va vous apporter une certaine sécurité, d'accord, sans vouloir t'interrompre, je sais pas pourquoi, chère papoteuse, mais quelque chose me dit que vous allez être ravis si on vous précisait déjà quelles sont les différentes catégories d'épargne à avoir, parce que il y a épargne, c'est pas parce qu'on a dit épargne là. On n'a pas dit tontine. On n'a pas dit tontine. Attends, s'il te plaît, si tu peux nous repréciser avant d'aller plus loin les différentes catégories d'épargne que nos papoteurs et papoteuses doivent avoir avant de passer à l'investissement. Et là, maintenant, on va plonger dans l'investissement. Le premier niveau d'épargne, ça va être l'épargne de précaution. L'épargne de précaution qui sert vraiment, c'est le côté sécurité, c'est-à-dire j'ai besoin de faire une dépense dans l'urgence. Je ne vais pas en fait prendre un crédit ou autre. J'ai de l'argent de disponible pour pouvoir gérer cette dépense-là. Alors, l'épargne de précaution, c'est quoi la règle? Ce qu'on recommande en fait pour les particuliers, ce qui est recommandé, c'est à peu près 3 à 6 mois en fait de charges en fait, de dépenses globales. Le budget dont vous avez besoin par mois, vous devez en avoir x6. Au moins, entre 3 et 6, et ça va dépendre en fait de chacun. Le budget de... Voilà. Mais pas de précaution. Ça, tu as dit particulier. Et si on est entrepreneur, c'est comment? Alors, quand on est entrepreneur, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir à minima 6 mois. C'est-à-dire que... 6 mois de trésorerie. C'est ça. Trésorerie au fond de roulement, c'est pas la même chose. Non. Alors, moi, j'ai fait mes coups de compta il y a longtemps et je demande ça parce qu'il y a des gens comme moi qui écoutent. Tu as raison. Absolument. Non, en fait, pour revenir en fait à l'épargne de précaution, pour ne pas tout mélanger. Sur l'épargne de précaution, c'est 3 mois en fait pour les particuliers, je disais, 3 mois de charges obligatoires. Je dis obligatoire, c'est-à-dire c'est le loyer, c'est la bouffe, mais c'est pas la paire de chaussures que vous achetez pour vous faire plaisir ou la... C'est pas les charges incompressibles, quoi. C'est celle si tu payes pas, tu es en danger. Exactement. Ça, c'est entre 3 et 6 mois, d'accord? Pour les entrepreneurs, ce que moi, je recommande en tout cas, entre 6 et 12 mois. Personnellement... Entre 6 et 12 mois pour les entrepreneurs. Oui, c'est ce que je fais moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai 12 mois d'épargne de côté qui m'apporte en fait une sécurité. Après, suivant en fait les charges qu'on va avoir, c'est pour ça que je parle pas de charges globales, mais plutôt de charges obligatoires en fait. Parce que les charges, quand on prend les charges globales, parfois ça va être... beaucoup plus conséquent en fait et si on prend que les charges obligatoires c'est pas tant que ça. Moi je recommande entre 6 et 12 mois. Il faut toujours se dire
si jamais, en fait, je n'ai pas d'entrée dans mon entreprise, si je n'ai rien qui se passe pendant 6 mois, ça me laisse quand même 6 mois, en fait, pour rebondir, en fait. T'as pas de clients pendant 6 mois. T'as pas de clients pendant 6 mois. T'as pas de clients pendant 1 an. Comme quand il y a eu le Covid, en fait. Mais tu peux tomber malade. Tu peux tomber malade aussi. Le COVID. Oui, c'est vrai. Et donc, quelles sont les choses qui vont quand même sortir, que tu aies des entrées ou pas? Quelles sont les sorties que tu vas avoir sur ton compte? C'est ça qui va déterminer. Tu vois, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. Exactement. En fait, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais on peut anticiper les choses pour pouvoir mieux réagir, en fait, quand une difficulté arrive. Donc, ça, c'est l'épargne de précaution. C'est vraiment le premier niveau d'épargne. Ensuite, on va avoir de l'épargne moyen terme. D'accord? Moyen terme, c'est vraiment les projets que je vais avoir, en fait, à moyen terme, en fait. C'est vraiment entre 3 et 5 ans. 3, 5, 6 ans maximum. Et après, en fait, on va avoir l'épargne de long terme. C'est vraiment, on regarde en fait là sur la durée, c'est vraiment tout ce que je vais faire après. Et cette épargne-là, elle va servir plus en fait à l'investissement en fait. C'est cet argent-là que je mets de côté qui va servir en fait à investir en fait. J'ai une question qui me trotte dans la tête. Les entrepreneurs et tout ça qui ont des enfants, qui mettent de l'argent de côté pour envoyer l'enfant à l'école, pour l'université. Peut-être s'ils ont leur enfant en Afrique, qui veulent envoyer l'enfant en France ici, l'enfant n'a pas la bourse française, ni la bourse canadienne, ni la bourse américaine. Il faut tout sortir de sa poche. C'est quelle épargne ça? C'est à moyen terme? 5 à 10 ans, comme tu as dit, ou c'est le long terme finalement? Ça va se confondre avec pour les investissements. Oui, alors justement, c'est une question très intéressante en fait. Parce que admettons en fait qu'on veuille investir, qu'on veut mettre en fait de l'argent de côté pour ses enfants, d'accord? On va considérer on a suffisamment anticipé, qu'on a commencé dès que l'enfant est né en fait. Ça, en fait, on a le temps, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de temps. Allez, on va avoir pendant 18 mois en fait où on peut, enfin 18 ans, pardon. Pendant 18 ans en fait, on peut épargner. Et ce qu'il y a, en fait, la problématique quand on épargne, c'est de lutter contre l'inflation, en fait, parce qu'on stocke l'argent pour rien. Et quand on a suffisamment de temps pour épargner comme ça, pour un long projet, pour moi, en fait, il faut que cet argent-là, peut-être pas la totalité, mais une partie, en fait, soit destinée à investir, en fait. Parce que quand on investit, en fait, une partie de l'argent, on joue sur la notion d'intérêts composés. Bon, je vais expliquer. Les intérêts composés, c'est pas compliqué. Les intérêts composés, c'est je mets de l'argent de côté, je récupère en fait des intérêts sur ce mois-ci, mais le mois d'après, les intérêts vont être calculés sur mon capital de départ et les intérêts que j'ai déjà générés le mois dernier en fait, ou l'année dernière, on va prendre l'année. Et imaginez en fait que vous avez des intérêts qui sont calculés sur une année, mais en fait quand vous multipliez quand vous le faites en fait sur 18 ans, en fait, on a suffisamment une période qui est longue pour bénéficier en fait de l'effet des intérêts composés en fait. Les intérêts composés, c'est juste un gros mot pour dire que mes intérêts fabriquent eux-mêmes des intérêts. Ils font des bébés donc, quoi. Exactement. Et en fait, ça a un effet très exponentiel sur la durée. Les premières années, on ne se rend pas compte en fait. Mais on va dire... Allez, 10 ans après, 18 ans après, là, on voit concrètement. Donc, pour prendre ton exemple, si on veut mettre de l'argent de côté pour les études de ses enfants, ce que je recommande, c'est on peut une partie en fait se dire je sécurise vraiment une partie de l'argent, d'accord? Ça je le sécurise, je le mets sur un compte d'épargne. Certes en fait la rémunération n'est pas importante, mais au moins je sais que l'argent est sécurisé et allez, on va dire entre 5 et 10% de ce que je mets de côté, d'accord? Et le reste, comme on n'est pas mais vraiment sur une très longue durée, on peut quand même prendre le risque d'aller investir en fait cet argent-là sur différentes choses en fait. Si on peut partir en fait sur la bourse. Alors la bourse, j'investis moi-même en bourse en Afrique de l'Ouest. Ce qui est intéressant en Afrique de l'Ouest, c'est les obligations en fait. Du coup là je rentre vraiment dans les obligations. Bon, faut faire la différence entre les actions et les obligations. Voilà, les obligations, pour ne pas rentrer trop dans la technique, c'est plus sécurisé. C'est comme si j'achetais de la dette en fait et avoir en fait des remboursements au fur et à mesure. Ça c'est beaucoup plus sécurisé. Et les actions par contre, j'achète des parts en fait d'entreprise, mais je n'ai pas en fait
je n'ai aucune garantie en fait que je vais... Mon capital n'est pas garanti en fait. Alors que pour les actions, si en fait. Pour les obligations. Les obligations. Les obligations, pardon. Les obligations sont sécurisées. Les obligations sont plus... Non, c'est plus sécurisé. Le risque est beaucoup moins bas. Et ce qui est intéressant en Afrique, c'est notamment les obligations d'État. Un État peut faire faillite, mais quand on regarde en fait les obligations d'État, comme en fait la plupart des pays africains empruntent en fait à des taux qui sont élevés. Quand on regarde les obligations, les obligations de façon générale ou les obligations d'État notamment, les taux sont très très intéressants et c'est des taux qu'on n'a pas en fait, notamment dans des pays occidentaux en fait. On peut avoir, j'ai investi en fait dans des obligations où les taux étaient à partir de 7% en fait. 7% c'est très intéressant et ça peut être sur une durée allée de 5 ans et parfois 7 ans voire plus en fait. Attends, donc si j'ai bien compris, tu multiplies ton investissement par 7. Non, en fait, pendant 17%, le taux d'intérêt. C'est le taux d'intérêt, en fait, c'est ça. C'est 7%, donc 0,07. C'est pas mal. Donc, tu multiplies ce que tu as mis par 0,007. Oui, ça reste intéressant, en fait. Et par exemple, notamment quand on parlait des études des enfants, par exemple, on peut mettre une partie, en fait, en épargne sécurisée et l'autre partie sur les obligations. Je ne recommande pas. En fait, il faut vraiment s'y connaître pour les actions parce que les actions, c'est encore très, très risqué, en fait, sur le continent et il faut avoir un très, très bon conseiller ou s'y connaître soi-même, en fait. Et c'est pour ça que moi-même, personnellement, tu ne vas pas comme ça. Non, pas. En fait, j'investis en actions en Europe, aux États-Unis et autres, mais pas en Afrique. Pas en Afrique. En Afrique, ce que je privilégie, ça va être les obligations. En fait, parce que ça reste vraiment intéressant. Voilà. Je savais pas pour et c'est pas, les obligations là-bas. Honnêtement, c'est pas si compliqué en fait. Ce que tu dis, c'est très intéressant. Moi, je pose la question justement pour les papoteurs et les papoteuses parce que on est plus, je vais dire, concentré sur gagner de l'argent. On se tue à la tâche. Et puis aussi, on nous a habitués, dans la majeure partie des familles, à épargner aussi. Mais peu d'entre nous arrivent au dernier stade où on se dit, on investit. On investit, notre argent travaille pour nous. C'est une autre manière de gagner de l'argent. Tu fais fructifier ton argent. Absolument. Et c'est à partir de ce niveau, véritablement, qu'on arrive dans l'indépendance financière. Absolument. Parce que ton travail, ton argent, travaille pour toi. Donc, tu peux être couché dans ton lit et ton argent il est en train de fructifier. Tu n'es pas obligé. Vous savez que nous, les entrepreneurs, malheureusement, et on se dit que l'entrepreneuriat, c'est la voie royale pour être libre, pour être indépendant, mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas qui nous a menti, mais c'est une liberté qui est relative. Non, c'est une liberté qui est relative. Il faut avoir une stratégie. Voilà. Mais c'est une liberté tu vas parler, ma très chère. Donc, c'est une liberté qui est relative parce que, en fait, toi aussi, tu deviens en quelque sorte dépendant de ton entreprise. Le jour où ton entreprise, n'est-ce pas, ne va pas bien, tu dois être là. Donc, bien sûr, je sais que Muriel va me parler de l'automatisation, de faire certaines choses, etc., etc. Mais à un moment donné, c'est toi le CEO, c'est toi le manager. Quand tu n'es pas là, malheureusement, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Donc, à un moment donné, ce que je souhaite à nous tous, à tous les entrepreneurs, c'est vraiment d'arriver au niveau dont Nina vient de parler, où tu as le juste prix que tu as su fixer, tu réussis à épargner, urgence, les enfants, moyen terme, long terme. Et maintenant, pour le long terme, tu réussis à prendre dedans pour investir. Dans certaines, comment je vais dire, dans certaines actions ou des obligations, des actifs. Je cherchais le mot général. Et plein d'autres choses. Tu peux même faire business angel. Tu peux même faire toutes ces choses-là qu'on voit. On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Mais nous aussi, là où on est, on peut avoir cette épargne-là qu'on va positionner. Et comme ça, on se donne notre retraite assez rapidement. On n'a pas besoin de défiler. Même si on laisse rouler, n'est-ce pas, l'activité, pas automatisation, les programmes sont enregistrés, les gens peuvent aller regarder les vidéos, payer pendant que tu dors, tout ça. Quand l'argent arrive sur ton compte, après tu prends ça, tu paies des obligations. Voilà ce que j'avais dans la gorge. Et je voulais vous le dire. Maintenant, Muriel va parler, n'est-ce pas? Allez. J'ai oublié.
Voilà. Merci beaucoup Nina. Merci, j'ai appris beaucoup sur les obligations dans les pays d'Afrique que je ne connaissais pas. Et donc les obligations d'État, comme tu disais, c'est très intéressant. Ou les obligations d'entreprise aussi. Mais pour commencer, on peut privilégier les obligations d'État. Voilà. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Avant de rebondir sur les propos de ma papoteuse préférée, en tout cas, j'aimerais que vous reteniez une chose. C'est vrai que déjà, Jaratou a fait le résumé, mais du coup, je vais faire un résumé sous un autre aspect pour dire que dans tout ce que tu vas retenir aujourd'hui, tu dois comprendre que cela veut dire que tu as une réflexion à long terme. Tu n'es pas dans du court-termiste et tu n'es pas en train de manger tout de suite tes bénéfices. Tu es dans quelque chose où tu te projettes à long terme. On a parlé de richesse générationnelle, transgénérationnelle. On est dans une réflexion à long terme. Et c'est vrai que ce sont des choses auxquelles on n'est pas toujours habitué, mais ça se travaille. La deuxième chose que tu dois retenir, je pense aussi qui va t'aider, c'est que tu dois avoir une stratégie. Ce mot est revenu souvent dans la bouche de Nina. On est dans quelque chose de stratégique, d'anticiper, d'organiser, de structurer. Et ça aussi, ça va faire la différence. Et pour finir, la troisième chose que je pense être très importante, c'est que si tu veux vraiment pouvoir atteindre ces différents niveaux-là, n'hésite pas à te faire accompagner. Ça aussi, c'est un investissement que d'être accompagné parce que tu as vu, c'est un petit condensé, mais tu vois que c'est tellement vaste. Arrêtons le bidouillage là aussi, en fait. Ok, tu sais bien que moi, je suis engagée dans le stop bidouillage. Donc ça aussi, fais-toi accompagner pour avoir les bonnes astuces, les bonnes directives pour que ta stratégie soit en béton et que tu puisses avoir plus de garantie d'atteindre les résultats que tu veux. Et pour rebondir sur cette liberté financière qu'accorde l'entrepreneuriat, eh bien justement, c'est un merveilleux levier pour peu que tu aies le mindset, tu aies la connaissance, tu aies la stratégie et l'accompagnement. Et le gros dommage, c'est que tout le monde se rue là-dedans en se disant que c'est l'Eldorado. Ça peut l'être. Mais cela veut dire qu'au-delà de ton expertise, il y a d'autres expertises que tu devras ajouter, soit en te formant, soit en investissant, donc en te faisant accompagner, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, on est quand même d'accord. On finit toujours par être d'accord. Nous sommes toujours d'accord. On est quand même d'accord, malgré chacun dans la gorge. On est quand même d'accord. Tout ça pour dire que oui, c'est vrai, tout est possible. Mais je crois que c'est la base de la vie. Tout est possible pour peu que tu prennes le temps de réfléchir et d'anticiper et de te dire, ok, tu veux ton SWOT, ok, voilà ma zone de génie, ma zone de force, ça je peux gérer, mais ça ne va pas suffire, j'aurai besoin de tel ou tel renfort. Et donc, ok, maintenant je sais qu'il y a Nina experte dans l'ami de mes finances qui est là pour me permettre vraiment non mais c'est ça, c'est ça, tu es là pour m'aider. Et donc, du coup, n'hésitez pas. Prenons ces finances au sérieux parce que c'est la sueur de ton front et je suis persuadée que cette sueur de notre front ne doit pas être utilisée juste pour manger tout de suite avec les amis là. Il faut penser à demain, après-demain, à ce qu'on va laisser. Ne faites pas comme la cigale, faisons comme la fourmi. Voilà. Donc qu'on puisse penser à demain, penser à ce qu'on va laisser. Et ça aussi, c'est un merveilleux moteur. En tout cas, moi, j'ai bien pris note et j'ai beaucoup appris. Et donc, je ne sais pas si on a encore du temps aussi. Alors, le temps, il a filé entre nos doigts, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Vous savez que moi, je suis la maîtresse du temps. Donc, chers papoteurs et papoteuses, si vous regardez à vos montres, on a très bien avancé dans la discussion et il nous tenait vraiment à cœur d'inviter Nina Baka. Nina Baka, Instagram, LinkedIn, Facebook, cherchez-la. Appelez-la parce que vous devez investir votre épargne. Il nous tenait vraiment à cœur de l'inviter. Nous sommes très heureuses qu'elle ait pu se libérer pour qu'on puisse enregistrer ce nouveau format. Vous nous avez vus en chair et en os. Pas seulement nos voix. Vous nous voyez, nous sommes ravissantes, nous sommes belles, nous sommes brillantes, nous sommes intelligentes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. L'entrepreneuriat, il faut innover. Si tu veux gagner plus, il faut innover. Il faut vraiment donner vie à tes idées. Et Muriel aussi est là. Est-ce que je vous ai dit, hein, ça fait à peine quelques heures que j'ai serré Muriel dans mes bras parce qu'on faisait le podcast à distance séparés par des océans et des montagnes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le même studio et vraiment mon cœur déborde de joie et je le partage avec vous parce que vous savez bien, d'habitude, quand on commence les enregistrements, on dit « Aloha, c'est Muriel à Paris et Aloha, Jaratou à Cotonou, il fait beau ». Oui, il fait chaud, mais aujourd'hui, on est dans la même pièce. Il fait froid, les amis.
il fait froid. Donc nous, c'est le papotage sans filtre. On vous a donné beaucoup d'astuces pour que vous puissiez gagner plus, n'est-ce pas? Pour fixer le juste prix, pour apprendre à épargner, ayez un comptable pour savoir est-ce que l'argent rentre assez, pour savoir quel est le niveau de maturité de votre entreprise. Mettez l'argent de côté, c'est très important. Et quand l'argent, il grandit de côté, il faut commencer à investir. Vous voyez, c'est très important. Donc, le sujet du jour, c'était les finances de l'entrepreneur. Les finances de l'entrepreneur. C'est bien beau de travailler par passion et tout ça. On adore ce qu'on fait, n'est-ce pas, Nina? C'est ça. Nous toutes là, on est en reconversion. On a eu des vies professionnelles avant et on fait autre chose aujourd'hui. Donc, c'est parce qu'on a envie de grandir, mais en étant heureuse chaque matin quand on se lève, même si parfois tu te dis, j'ai combien de clients aujourd'hui? Vraiment, j'ai envie d'aller mettre à la plage et tout, mais je vais m'occuper de mes clients. Mais on est heureuse. Donc, voilà. Absolument. Moi, c'était un peu mon mot de la fin, de vous dire, partageons nos talents avec le monde, ayons vraiment à l'esprit d'être payés pour notre valeur, notre vraie valeur, épargnons et pensons à demain aussi. C'est très important. Là, je suis très heureuse d'avoir vu Muriel, je suis très heureuse d'avoir vu Nina, mais je vais passer la parole à Muriel d'abord et on va laisser le mot de la fin pour notre invité. Voilà. Mais je n'aurais pas grand chose à rajouter. Voilà, ça faisait longtemps qu'on a fait plein de plans sur la comète, comme quoi il faut être flexible. Ça s'est fait comme ça, c'est Adjaratou qui est venu. Et aujourd'hui, vraiment, je veux encore dire merci à Nina. C'est juste wow d'avoir comme ça accès à une expertise en or. Une expertise qui peut changer ton mindset et changer ta façon de travailler et du coup changer tes résultats. Et ça, c'est super important. Et ce podcast, donc Elle papote sans filtre, c'est ça l'objectif. On est toujours là pour te partager de la valeur, vraiment te donner des tips pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses prendre de l'expansion, peu importe ce que tu es en train de faire, pour que tu puisses révolutionner ta pensée. Peut-être que tu n'avais pas vu ça comme ça, peut-être que tu t'étais pas projeté comme ça, mais il n'est jamais trop tard. Vraiment t'encourager, te dire, c'est ça le sujet, voilà, c'est prendre la sueur de ton front au sérieux. Pour moi, c'est ça en fait. Si tu prends ce travail que même si tu es dans la passion, tu es dans le plaisir, donc tu n'es pas dans la pénibilité, mais c'est quand même si c'est un don que tu as reçu d'en haut, ce don-là, respecte-le, prends-le au sérieux et à ce moment-là, projette-toi sur le long terme. Ne sois pas cigale, comme l'a si bien dit. Le monde a besoin de toi aujourd'hui, mais encore plus demain. Et donc vraiment, c'est peut-être l'occasion pour quelqu'un de se dire, ok, je me pose et je revois ma stratégie, je revois mon business model, je revois mon approche parce que je peux aller plus loin, je peux aller plus haut. Et merci Nina d'avoir donné les clés pour ça, en tout cas pour semer les bonnes graines en fait. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir pour moi. Et le mot de la fin, je dirais... Où est-ce qu'on peut te trouver facilement? Tu l'as dit tout à l'heure, mais vous pouvez me trouver sur LinkedIn, notamment sur mon site internet ninafinance.com et sur mes différents réseaux sociaux, mais vraiment Nina Bacas sur Google et vous me trouvez vraiment très rapidement. Donc le mot de la fin, je dirais... comme tu disais tout à l'heure, prenez soin, de votre business, mais prenez soin aussi des finances de votre entreprise parce que c'est ce qui fait la différence en réalité. Et ne fuyez pas en fait les chiffres. Apprenez en fait à être ami avec vos chiffres justement et c'est ça qui fait la différence en fait. Donc voilà. Ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, ce beau dimanche. Donc, prenez le rendez-vous pour les prochaines éditions, toujours à 17h. Elle papote sans filtre avec Muriel Adjaratou. Si vous avez aimé le format et si vous avez aimé le fait qu'il y ait aussi une invitée, dites-le nous toujours. Comme ça, on recherchera d'autres invités à vous présenter et on essayera de faire le format vidéo tant qu'on est ensemble, bien entendu. Ensemble. Du coup, c'est moi qui... Voilà, la prochaine fois, c'est moi qui viens au Bénin. Ça, c'est dit, rendez-vous est pris. Ça y est, notez le jour, la date et l'heure. Moi, je l'ai noté. Allez, chers papoteurs et papoteurs, merci infiniment pour ce rendez-vous. On vous aime, on vous dit à très bientôt pour le nouvel épisode du podcast Elle papote sans filtre. Elle papote sans filtre. Votre podcast tous les dimanches à 17h. Retrouvez-nous notre nouveau podcast chaque dimanche à 17h. Rejoignez-nous. On vous attend les amis.